Bien, merci de votre présence. Disons que mon propos porte sur la dynamique de la relation intégration-discrimination appliquée au champ social de l'immigration. Nous posons la question de savoir par quel mécanisme les discriminations freinent l'intégration et comment surmonter cette épreuve par des mesures adéquates ou bien par des stratégies adéquates. Alors, le premier volet de notre problématique vise à familiariser avec la notion complexe d'intégration et à identifier des cas de discrimination subis par des minorités visibles dans une France invisible, pour reprendre des termes connus. Le deuxième volet de notre problématique déroule un environnement favorable à la construction d'une intégration maîtrisée en mettant l'accent successivement sur des dimensions à la fois philosophiques, managériales et méthodologiques. L'analyse montre que la construction du lien social, dans le cas particulier de minorités visibles, les immigrés, comme dans le cas plus général de la société globale d'ailleurs, dépasse le seul niveau d'investigation de l'entreprise pour devenir un phénomène de société. C'est la raison pour laquelle les réponses qui sont formulées sous la forme de prérequis à notre question d'intégration et discrimination, comment maîtriser les dysfonctionnements, interpellent à la fois les politiques, les sociologues, les économistes, les philosophes, les déontologues, les humanistes, et invitent à se regarder, à objectiver la subjectivité, comme le dit excellemment Pierre Bourdieu. Alors, j'ai 10 minutes, c'est ça ou un quart d'heure. Okay. Donc on peut passer voilà. On peut passer d'abord à quelles sont les difficultés d'une intégration maîtrisée. Il y a lieu ici de définir ce que nous entendons par intégration maîtrisée. Il s'agit en fait d'une situation complexe qui met en interaction une personne incline à s'approprier les valeurs d'une organisation, donc entre une personne, et une organisation capable de mettre en place la structure susceptible d'accueillir de manière satisfaisante et durable cette personne. Alors, le phénomène de discrimination apparaît dès lors comme une dérive, une difficulté majeure, un dysfonctionnement par rapport à l'idéal type d'intégration. Car en effet, ce concept d'intégration est un idéal type au sens de Max Weber et nous voyons bien qu'il fonctionne avec des concepts voisins. Avec des concepts voisins, et on peut préciser le terme d'intégration en envisageant trois dimensions qui constituent autant d'attentes exprimées explicitement ou implicitement par les immigrés, à savoir donc les dimensions à la fois économiques, sociales et culturelles. Un autre tableau. La première attente, c'est la recherche d'une insertion par la reconnaissance en tant que travailleur producteur de biens et de services. Il s'agit là d'une dimension économique. On observe de facto, d'un côté, les travaux de dévaloriser pour les immigrés, d'un autre côté, des travaux nobles pour les nationaux. Cette division du travail perdure, mais il ne s'agit pas d'être manichéen. Il faut tout de même reconnaître, et des exemples existent, j'en suis un, il faut reconnaître que certains immigrés ont réussi leur insertion et occupent les plus hauts postes de travail, les plus hautes fonctions de l'entreprise, des associations à but non lucratif, l'administration, etc. À tel point que le terme même d'intégration
devrait, selon l'ancien ministre Azouz Begag, pourrait être anachronique et, je pourrais dire, devrait être dépassé. Deuxième attente, c'est la recherche d'une reconnaissance en tant que personne ayant des droits à une vie normale, une recherche de la reconnaissance donc qui l'éloignerait d'une situation du type raciste ou bouc émissaire et lui permettrait une adaptation réussie dans la structure d'accueil. Là donc nous sommes bien effectivement dans le concept voisin d'adaptation avec, si vous voulez, une dimension sociale. Troisième attente, elle porte sur le droit d'être différent, de développer une identité culturelle spécifique. Ceci étant, les immigrés peuvent craindre une politique de centralisation et d'uniformisation qui, plutôt que de développer une richesse de soi, pourrait écraser plutôt les différences culturelles. Et nous serions alors dans une hypothèse d'assimilation. Comme vous le voyez, le concept est réellement complexe. En effet, l'intégration maîtrisée, c'est la satisfaction finalement de l'ensemble de ces attentes et l'acquisition de la citoyenneté française, l'obtention d'une carte d'identité française, le droit de vote ne pourrait constituer, disons, une finalité en soi, car ça risque d'être un arbre qui cacherait la forêt, un habillage juridique, dit autrement, un habillage juridique qui souvent serait dépourvu de profondeur sociologique. Alors lorsque ces attentes ne sont pas satisfaites, eh bien, nous entrons dans un schéma de dysfonctionnement. Et donc après, si vous voulez, on va voir maintenant, si vous voulez, les difficultés, l'évaluation d'un certain nombre de difficultés d'intégration maîtrisées. J'irai assez vite là-dessus. Je dirais simplement que les phénomènes de disqualification, de dissociété, d'insécurité sociale, d'exclusion appartiennent tous à cette terminologie qui consacre en fait la crise du lien social et qui n'est pas propre, si vous voulez, à la population des migrés. On peut parler, disons, de discrimination négative quand l'individu, qu'il soit immigré français, homme ou femme, jeune ou vieux, subit la situation d'inégalité. Mais je voudrais citer le rapport Fauroux sur la lutte contre la discrimination ethnique, qui donne quelques exemples pour illustrer, disons, l'ampleur de ces discriminations. Je ne vais pas citer tous les exemples du rapport, mais un homme qui porte un prénom et un nom maghrébin, par exemple, résidant à Paris, d'apparence standard, a 5 fois moins de chances qu'un homme au nom et prénom français, blanc de peau, d'apparence standard, d'obtenir une convocation à un entretien d'embauche. De fait, il est fréquent d'observer chez des immigrés musulmans l'appropriation d'un prénom catholique pour réussir son intégration. C'est très courant. Une candidate d'origine maghrébine disposant pourtant d'un meilleur CV, major de promotion, expérience d'encadrement, reçoit 3 fois moins de convocations à un entretien pour un poste de commercial, etc. Une enquête conduite par l'Observatoire des discriminations de l'Université de Paris, dirigée par notre collègue Jean-François Amadieu, précise dans une interview accordée à Entreprises et Carrières que c'est dans les petites entreprises que l'on discrimine le plus. Alors qu'on pourrait penser le contraire, étant donné que le lien est plus facile disons, à établir, etc. Quelques mesures prises par les instances publiques, les mesures prises par les instances publiques ou privées pour réduire ces dysfonctionnements n'ont pas réussi, en tout cas, dans leur mission. Que cela soit le principe général de l'égalité dicté par le Code du travail, que ce soit la loi du 30 décembre 2004 qui a créé la HALD,
Vous connaissez tout ce qu'est l'ARD. Alors, dans cet esprit, en tout cas, c'est vrai que beaucoup de chartes de la diversité, disons, ont été mises en place dans des organisations, dans des entreprises de grande envergure. Mais malgré tout, on sent bien que l'une des solutions, ou en tout cas les prérequis pour construire ce lien durable, social durable, doit se comprendre en amont, en amont de la question posée en quoi l'objectif d'intégration maîtrisée est mis à l'épreuve. En amont, je veux dire par là, par des mesures, disons, plus fondamentales. Je pense en particulier à des prérequis philosophiques, à des prérequis, disons, managériaux et à des prérequis méthodologiques. Je vais aller très vite puisque je n'ai plus qu'une minute, je crois. Disons que pour les philosophes, et je me réfère à Maurice Merleau-Ponty en particulier, la discrimination, si la discrimination existe, c'est sans doute parce que autrui fait peur. Autrui serait donc une forteresse impénétrable. C'est vrai que culturellement parlant, en Occident, on a toujours, et là il faut remonter à la Grèce antique, qui considérait toute personne non athénienne comme étrangère et donc différente a priori. Nous connaissons tous également la conception pessimiste hobbesienne, pour qui l'homme est un loup pour l'homme. Alors, la question peut se poser, peut-on fonder une philosophie de l'action sur cette conception pessimiste et fruste? Réponse non, bien entendu. Les conceptions plus humanistes, plus proches de la personne, sont porteuses d'autres valeurs éthiques et il s'agit de s'inspirer à la fois de Fernand Braudel, pour qui l'humanisme, c'est une autre façon d'espérer, ou bien de Hans Jonas, pour qui nous invite à agir de façon que les effets de ton action soient compatibles avec la permanence de vie authentiquement humaine sur Terre. Il s'agit en fait de croire à une philosophie de développement construite au moins sur 3 cultures. Une culture de résistance, c'est-à-dire donc du refus de la fatalité ou du conservatisme et du courage d'entreprendre, même quand c'est difficile. Une culture de l'utopie, c'est-à-dire le choix d'œuvrer pour ce qui peut apparaître comme impossible. Une culture de la régulation, bien entendu, et le cas de Leald en est un, dont l'objet est d'organiser les règles du jeu social. C'est ici que prend place un autre prérequis, c'est le prérequis managérial. Nous pensons ici à un management fondé essentiellement sur un gouvernement des personnes qui soit alternatif à l'administration des choses. Et dans le management, cela renvoie bien sûr aux différentes tentatives qui ont été faites et qui ont réussi par ailleurs de repenser la gestion des ressources humaines en particulier. Et donc d'inclure dans nos actes au quotidien des concepts de confiance, mais concepts de confiance qui ne seraient pas uniquement fondés sur le contrat, mais une confiance qui serait fondée sur les respects mutuels, sur l'engagement individuel, sur cette relation pure et flottante rappelée par Giddens, qui nous dit qu'on choisit l'autre par amour, par amitié, etc. Des prérequis méthodologiques, très rapidement, en améliorant quantitativement et qualitativement notre stock de connaissances et d'informations, c'est, disons, les histoires de vie, en particulier storytelling, et l'ethnométhodologie peuvent permettre en tout cas d'étayer le management des personnes et des relations internationales. Alors donc, pour conclure finalement, je crois que la démarche, car il s'agit de démarches d'ordre méthodologique, la démarche fondamentale devrait procéder de l'analyse interne de l'ordre social. Pour l'expliquer, il faut rentrer, il faut voir du dedans. C'est la raison pour laquelle je me suis permis tout à l'heure de donner, disons, l'exemple, mais il y en a d'autres, et je pourrais en donner
à la suite s'il y a des questions. Je me suis appuyé davantage sur l'exemple de l'immigration parce que c'est un vécu que j'ai. Et il s'agit donc, en conclusion, encore une fois, d'affirmer mon optimisme, mais un optimisme qui n'est pas du tout anesthésiant, mais un optimisme, je crois, argumenté. Et je regrette simplement de n'avoir pas eu le temps d'argumenter davantage. Et je vous remercie de votre écoute.